Bonjour, nous sommes Adrien et Simon de Star Wars Universe et on va faire une conférence pour faire un peu notre rendez-vous annuel à QC pour faire le bilan de Star Wars de l'année qui précède et de ce qui nous attend dans les années à venir. Voilà, globalement. Il y a des gens qui avaient l'air de se plaindre d'avoir du bruit, je transmets. Donc, on va commencer directement avec le grand événement de cette saison 2017-2018, à savoir la sortie de Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Donc Les Derniers Jedi, est-ce que tout le monde a vu le film ici? Oui, bon. On va faire un petit test. Est-ce que ceux qui ont aimé le film pourraient lever la main? Ok. Est-ce que ceux qui n'ont pas aimé le film pourraient lever la main? Oh, ça va en fait. Parce que visiblement sur internet les gens étaient beaucoup plus divisés que ça. Je sais pas si vous avez suivi un peu sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé. Et je crois que c'était jamais arrivé autant sur un film Star Wars, que ça divise autant les fans. À l'ère d'internet, c'est un peu démultiplié ce genre de comportement, on s'en rend compte plus facilement. Mais depuis, on va dire, l'épisode 2, c'était pas arrivé. Bah ouais, et puis même l'épisode 7, qui pourtant promettait de nouvelles histoires, peut-être parce que ça avait marché de nous ramener les anciens personnages, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de levées de boucliers sur internet. Et là, l'épisode 8 nous a un peu surpris de ce côté-là. Il y a eu une espèce de guerre civile sur internet entre les fans. C'était un peu surprenant, mais bon. Après, dans les faits, au niveau des chiffres, le film a fait, que je note, 1,3 milliard de bénéfices, donc c'est quand même plutôt correct. Rogue One avait fait 1 milliard, tandis que l'épisode 7 en avait fait 2. Donc bon, un peu en dessous de l'épisode 7, mais au-dessus de Rogue One. Donc voilà, a priori, de toute façon, Lucasfilm avait confiance dans son film et dans son réalisateur, puisque début décembre, avant la sortie du film, ils nous ont confié que le réalisateur Rian Johnson allait avoir une trilogie entière qu'il allait pouvoir produire, mais on en parlera un peu tout à l'heure. Voilà, pour l'épisode 8, après je pense que vous l'avez vu, donc vous avez tous un avis sur la question, et on va parler un petit peu de tout ce qui est sorti autour de cet épisode 8. Donc comme d'habitude, un certain nombre d'œuvres a accompagné l'épisode 8. Finalement, on a appris des erreurs de Rogue One. Rogue One avait eu des œuvres que après le film, sauf un roman qui n'était pas facilement appréciable avant d'avoir vu le film. On découvrait les personnages mais sans les approfondir puisque c'était le rôle du film. L'épisode 8 avons eu 2 romans et un comics sur Phasma, un roman sur Phasma et un roman sur la jeunesse de Leia dans lequel le personnage de l'amiral Holdo, qu'on a pu voir dans l'épisode 8, était introduit déjà 1 mois, 2 mois avant la sortie du film. On reste vraiment sur des œuvres accompagnatrices qui apportent que des détails sur les personnages, sur les événements. On n'est pas sur le même niveau que le roman Catalyst pour Rogue One qui nous faisait découvrir littéralement les personnages et une grosse partie de l'intrigue du film sans le développer. Mais là, on est vraiment sur de l'accompagnement, sur du détail, et même le comics Phasma qui partait sur une bonne idée, qui nous montrait comment Phasma allait cacher aux yeux du Premier Ordre le fait qu'elle avait désactivé les boucliers de Starkiller. Même cette intrigue qui était en apparence intéressante fut éclipsée dans le comics avec une survie sur une planète inhospitalière. Donc on reste sur des œuvres dont l'intérêt est assez limité. Et d'ailleurs, c'est dommage puisque l'intrigue Phasma qui cache le fait qu'elle a désactivé les boucliers aurait dû être dans le film. Il y avait une scène coupée, une scène supplémentaire, une scène alternative où Finn la confrontait à cette réalité et elle se retrouvait à tuer des Stormtroopers pour cacher aux yeux de ses patrons qu'elle avait désactivé les boucliers. Et cette scène a été enlevée du film et on a la scène qu'on connaît entre elle et Finn. C'est vrai que finalement dans l'épisode 8, elle n'a pas tellement d'importance. Elle apparaît juste pour se battre et... alors que cette scène aurait pu justement apporter de l'importance au personnage. En effet. Cette année, nous avons aussi eu le clap de fin de la série Rebels au terme de 4 saisons. Donc ce clap de fin était à la fois attendu par ses détracteurs qui avaient envie que ça s'arrête et par les fans qui étaient curieux de savoir la manière dont allait se conclure cette série, la manière dont les personnages allaient évoluer
ou disparaître, puisque c'était assez difficilement imaginable d'avoir des Jedi, puisqu'il y a 2 Jedi dans la série à l'époque de l'épisode 4, à l'époque de Rogue One. Donc tout le monde était très curieux de savoir comment allait se finir cette série. Après, les avis ont été plutôt positifs. On a réussi à expliquer l'absence des Jedi, l'absence de Jedi pendant la trilogie. Je veux pas trop en dire parce que je sais pas si tout le monde a pu voir le final de Rebelle. Voilà, je vois quelques têtes répondantes. Donc c'est disponible en anglais et en français, je tiens à préciser, donc vous n'avez pas d'excuses. Mais les DVD sont pas encore sortis. Les DVD sont pas encore sortis. Mais voilà, donc on a eu cette fin de série qui a été à la fois émouvante et aussi une conclusion qui a été très ouverte sur l'avenir, on va dire à la fois, pas de la série puisqu'elle est terminée, mais de certains personnages, l'avenir de la galaxie aussi, puisque ça a semé des petites pistes qui peuvent être très intéressantes sur le Premier Ordre, sur l'amiral Thrawn qui est juste à côté avec son roman dédié. Donc pas mal de pistes qu'on espère un jour voir dans une nouvelle série de Filoni. Mais comme on va en parler dans quelques minutes, la nouvelle annonce de série ne semble pas être orientée vers les personnages de Star Wars Rebels. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, puisque Star Wars Rebels ne devait pas voir le personnage d'Ahsoka, et pourtant on l'a vu apparaître dans la saison 2. Et cette année, nous avons eu aussi une nouvelle... on va appeler ça une série. Bah oui, une nouvelle série. Série publiée sur YouTube avant une diffusion sur Disney XD. Oui, quelque chose comme ça, voilà. Une série qui a été créée pour commercialiser des poupées. Vous voyez, on a mis une jolie petite image de poupée. Alors pas forcément, enfin, si on va par là, les films Star Wars aussi sont diffusés pour vendre des produits dérivés. Ouais, mais là on a eu toute la gamme qui est sortie en même temps et qui portait le même nom. Oui, parce qu'ils ont profité de la sortie de la série pour sortir des poupées. Je dirais l'inverse. On sait pas. À mon avis, ils ont d'abord fait des poupées et après ils ont fait la série. On saura un jour, peut-être. Donc voilà, donc chaque épisode est centré sur une héroïne de Star Wars. Donc là on a un petit palmarès. Ça dure 2 minutes, c'est sur YouTube, c'est distrayant. Et ça a été accompagné aussi de comics. Le format des comics, c'est la même chose, c'est 20 pages, c'est sur une héroïne, c'est une petite histoire. Sauf que dans la plupart des cas, en fait, c'est l'épisode de la série télé qui est reproduit, donc l'intérêt est proche de zéro. Sauf, j'ai voulu en mettre un. C'est celui sur Rose et Paige, donc 2 personnages qu'on a pu découvrir dans l'épisode 8, qui se passent, disons, quelques mois avant l'épisode 8. Et celui-là, je dois dire qu'il m'a bluffé. C'était très mignon, mais en même temps, il y avait vraiment toute la complicité entre les 2 sœurs. On apprenait davantage les connaître, puisque le rôle de Paige est assez limité dans le film. Et il y avait un design un peu à la Mulan dans le film Mulan. On va chercher plus loin. Et donc, l'ensemble, ça faisait vraiment un petit comics très plaisant, et j'ai été sous le charme. C'était le dernier, et après les 4 premiers que j'avais dû me farcir, disons un peu à reculons, celui-ci fut une bonne surprise, donc je tenais à vous en parler. On n'a pas prévu d'en parler après, mais est-ce que tu sais s'il y a une sortie en VF qui est prévue? Donc Delcourt compte acquérir les droits de cette série, c'est en cours de discussion, ça devrait être fait. Et ils sont en train de l'annoncer en ce moment même, c'est possible, pendant la conférence Delcourt. Mais restez là, c'est mieux. Oui, aux dernières nouvelles, avec mes discussions avec Delcourt, début 2019, devrait y avoir un unique tome qui reprendrait en fait les 5 histoires d'un coup publiées dans l'Hexagone. Ok. À la télévision, nous avons aussi la meilleure série Star Wars de toutes les séries Star Wars, à savoir Les Aventures des Freemakers, saison 2. Je suis obligé d'acquiescer. Bien sûr, parce que c'est la meilleure série. Et c'est pas une blague, c'est pas parce que c'est un design de Lego. Il y a du feuilletonnant, c'est des épisodes de 20 minutes qui se passent entre les épisodes 5 et 6. La première saison était très bien, l'année dernière on a eu droit à la 2e saison, qui était excellente, et qui venait se conclure au niveau de la bataille d'Endor. Donc on a un autre point de vue, le point de vue de l'univers Lego, sur la bataille d'Endor, et c'est assez cool. Malheureusement on ne sait toujours pas s'ils comptent faire une saison 3 ou pas. C'est que le problème des séries Lego, c'est qu'ils communiquent très très peu autour. Donc peut-être que dans 2 semaines, ils vont nous dire « Ah, en fait, il y a une saison 3 qui arrive dans 1 mois. » Et voilà.
mais pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus. Puis nous avons aussi un jeu vidéo. Alors, je sais pas si on peut parler d'un nouveau jeu vidéo. À la fois parce que c'est la suite du Battlefront sorti il y a 2 ans, et puis un Battlefront 2, il y en a déjà eu un. Bon, on va en parler, hein. Star Wars et les jeux vidéo. Est-ce qu'on peut dire que Star Wars a permis à l'industrie des jeux vidéo de prendre son essor? C'est peut-être un peu exagéré. Par contre, Star Wars a révolutionné certains aspects de cette industrie en créant, en perfectionnant des types ou des techniques de jeu aujourd'hui monnaie courante. Ça va du simulateur de vol au FPS ou à RPG. Et il y a eu des grandes années de jeux vidéo. Je veux dire, en 2003, on a eu, je dois avoir la liste, Rogue Squadron, Dark Force, Star Wars Galaxy, un des tout premiers MMORPG, KOTOR. 2005, on a eu tous les jeux épisode 3, République Commando, Battlefront 2, l'autre, le bien, KOTOR 2, et juste après, il y a eu Lego Star Wars. Lego Star Wars et les Empiratoires qui ont suivi tout de suite après, l'année d'après. Et depuis le rachat, on a eu Battlefront 1 et Battlefront 2 en 3 ans, 4 ans. Il y a eu quelques autres jeux, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que Battlefront 2 a eu quelques petits soucis. Il y a eu quelques petits soucis, mais il a aussi appris des erreurs de Battlefront 1 que tout le monde a appelé un jeu en kit. On payait tous les 2 mois pour avoir des add-ons, etc. Donc le jeu a un peu plus appris des erreurs de Battlefront 1. Il a proposé une campagne solo où on suivait un escadron de l'Empire post-bataille d'Endor, montrant un peu l'Empire qui cherche à survivre après cette défaite, allant jusqu'à la bataille de Jakku, et même un peu plus, je crois. Oui, un peu plus. Voilà. Et d'un point de vue marketing, pour le jeu vidéo, un roman Battlefront 2 Inferno Squad, donc justement l'escouade du jeu, est sorti, qui montre la création de l'escouade du jeu. Et ça a été un roman très 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 psychologique, où l'autrice, Christy Golden, nous a retourné la tête, puisque le pitch du roman, c'est de suivre une escouade impériale. Donc de base, on se dit, ils vont devoir tuer des rebelles, ils vont devoir tuer des gentils, donc j'ai pas forcément envie de m'attacher à cette escouade. Sauf que les premières missions de l'escouade, c'est justement de tuer des méchants. Donc on s'attache, et quand l'escouade en vient à infiltrer une cellule rebelle, on est déjà attaché, donc on a envie qu'elle réussisse, mais en même temps l'escouade s'attache elle aussi à la cellule rebelle, donc il y a vraiment toute une gamme de sentiments qui s'entremêlent, et à la fin, quand le dénouement de l'histoire arrive, on pleure, mais pas forcément pour les raisons qu'on avait pensé pleurer. J'en dis pas plus, mais bon, la sortie VF n'est pas prévue avant un moment, mais voilà, ça a été très, très psychologique, et c'est le premier roman Star Wars qui m'a autant retourné la tête. D'accord. Alors, avant de revenir sur les romans, on va parler un peu des comics, justement, qui sont sortis l'année dernière. Donc pour faire un petit point sur les séries régulières de comics, c'est-à-dire les comics qui sont publiés jusqu'à que ça arrête de se vendre, on va être honnête. J'ai choisi de mettre que 3 séries, il y en a une 4e, mais à l'heure actuelle, je ne trouvais pas que c'était intéressant d'en parler. Donc on a la nouvelle série Dark Vador, donc nouvelle puisqu'on en a déjà eu une qui a pris fin en 2017. Nouvelle série Dark Vador qui suit Dark Vador juste après l'épisode 3. Vraiment, vous arrêtez l'épisode 3, vous ouvrez le comics, vous avez la suite directe. Donc ça montre les premiers jours de l'Empire, les chasses aux Jedi survivants. C'est assez bien fait, c'est assez violent. Il y a Vador qui n'hésite pas à aller tuer du clone s'ils font pas ce qu'il lui dit, si les clones découvrent des choses qu'ils ne devraient pas découvrir. Donc il y a vraiment une bonne trame dans cette série, avec pas mal de fanservice, je l'avoue. Et puis on retrouve quelques Jedi. On retrouve quelques Jedi, un seul connu jusqu'à présent, mais bon, la série vient entre guillemets de débuter, donc on n'est pas à l'abri d'autres Jedi connus dans les tomes à venir. Ensuite, je vais parler juste de Poe Dameron qui est juste sur le côté là-bas, parce qu'il est intéressant de mentionner qu'aujourd'hui la série vient de dépasser l'épisode 8. C'est-à-dire qu'on a du contenu post-épisode 8
Pour l'instant, ça reste léger, c'est-à-dire que c'est Poe, Rey et Finn, hein, comme vous le voyez sur la petite image, qui sont assis sur une banquette et qui parlent d'histoires qui se passent pendant l'épisode 7. Mais dès le mois de juillet, août, on est vraiment dans du post-épisode 8 et donc on a du contenu à se mettre sous la dent avant l'épisode 9 en décembre 2019. Et du coup, ça sortira en VF sans doute qu'au début 2019. Peut-être fin 2018. Ah ouais, la série Podamron en France, elle est assez... On a de bonnes sorties. Et enfin, mon chouchou, mon coup de cœur, ma chouchoute, Dr Aphra, qui est juste un personnage complètement barré. Franchement, il n'y a rien de plus à dire. C'est une archéologue qui n'hésite pas à tuer tout ce qui bouge, que ce soit l'Empire, les rebelles, qui manipule tout le monde. Elle a des droïdes psychopathes avec elle. Elle a un Wookiee qui arrache des membres, hein, littéralement. Hein, je ne veux pas faire de détour. Et donc elle est toujours en quête de nouveaux objets à vendre, elle est en quête de profit, et donc les scénaristes se lâchent totalement, ils partent dans des délires, mais... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un mélange entre Indiana Jones et les Gardiens de la Galaxie? Ouais, sauf que Indiana Jones et les Gardiens de la Galaxie sont des gentils, alors que elle est vraiment dans le anti-héros, c'est même plus que l'anti-héros, c'est une méchante. Même. Ouais, non mais c'est presque une méchante, quoi, elle a aucun scrupule, vraiment. Et c'est cool d'avoir une série comme ça. Et c'est très cool, on voit vraiment que les scénaristes, ils ont une liberté absolue. Dès qu'on a des séries Dark Vador, Poe Dameron avec des personnages connus, des personnages des films, on sent qu'il y a une vis, un écrou qui est serré, alors que Aphra, on avait dans la nouvelle... je crois que récemment, j'ai eu un Wampa qui avait plus de bras avec des mitraillettes à la place des bras, des trucs comme ça, quoi. C'est juste ahurissant. Ou un Wookiee qui avait pas de tête et il y avait une tourelle à la place de la tête. Voilà, donc il y a vraiment une... Ça va loin. Oui, ça va loin. Une liberté absolue. Ok. Et maintenant, on va parler d'un nouveau type d'histoire qui a commencé vraiment à prendre son essor en 2017, qui est des histoires que on est certain à qualifier d'histoire d'un certain point de vue. Donc c'est tout simplement la citation d'Obi-Wan qui dit que c'est vrai d'un certain point de vue. Et donc là c'est pareil, c'est des histoires qui sont dans l'univers Star Wars, dans l'univers canon, mais d'un certain point de vue. Le premier exemple... Est-ce que tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste? Ouais. Le plus ancien exemple qu'on a eu, c'était les petits épisodes Lego. Les Freemakers notamment peuvent en faire partie. Les contes des droïdes avaient commencé là-dessus aussi. Hein. On a eu par exemple cet épisode de Lego où C3PO et Poe Dameron vont sauver l'amiral Akbar dans un vaisseau du premier ordre. Cette histoire a eu lieu. Poe Dameron a vraiment sauvé l'amiral Akbar, mais il ne l'a pas sauvé à la manière Lego. Il ne l'a pas sauvé en fabriquant un vaisseau avec des pièces de Lego. Donc ça c'est ton point de vue. C'est mon point de vue. Jusqu'à que je le vois dans un film, je resterai sur ce point de vue-là. Un film Lego reste un film. Un film live. Donc tout ce qui est dessin animé ne compte pas. Alors Vu mon attachement à Rebelle, je vais peut-être pas te contredire. Parce que ceci dit, les comics et les romans, c'est pas des films live non plus, hein, si on va par là. Tu prends la Roca, son style de dessin photoréaliste. On en parlera demain. Oui, on en parlera demain. Donc, ces événements ont eu lieu, mais d'un certain point de vue. Ils n'ont pas eu lieu tout à fait de la manière dont ils nous ont été racontés. On a eu donc un nouveau comics qui est sorti, Star Wars Adventure, un comics plus axé jeunesse, divisé en deux parties. Il y a une première partie qui est totalement canon, c'est-à-dire totalement intégrée dans l'univers Star Wars, et la deuxième partie, c'est un personnage à bord d'un vaisseau qui raconte des histoires. Et donc l'histoire qu'il raconte, à chaque fois, elle est déformée, embellie, et donc elle est vraie, elle a eu lieu, mais d'un certain point de vue. Après, c'est le genre de question qui pose problème vraiment qu'à ceux qui tiennent absolument à la continuité. Oui, tout à fait. Si vous avez juste envie de lire des histoires Star Wars qui sont sympas, ça marche aussi. C'est ça. Dans l'un des comics, il y a l'évacuation de la base de Yavin 4. Donc, l'évacuation a eu lieu, mais dans l'histoire, on a un personnage qui participe à l'évacuation, alors que dans l'univers, c'est impossible que ce personnage soit là à ce moment donné.
Donc l'évacuation a eu lieu, mais pas de la manière dont il l'a raconté. Et donc plus récemment, nous avons eu 2 romans. D'abord The Legends of Luke Skywalker, qui est, encore une fois, c'est 4-5 personnages qui sont dans la soute d'un vaisseau et qui se racontent des histoires sur Luke Skywalker. Donc les histoires qui se racontent, soit ils les ont vécues, c'est le cas je crois que d'une d'entre elles, soit quelqu'un le leur a raconté, donc téléphone arabe, les histoires sont déformées, donc ces histoires sur Luke Skywalker, et encore quand je dis Luke Skywalker, il n'est présent que dans 4 d'entre elles je crois, sur 6. Ces histoires sur Luke Skywalker ou d'autres personnages ont eu lieu, mais pas tout à fait de cette manière-là. Et enfin, pour fêter le 40e anniversaire de Star Wars, ils nous ont ressorti en fait l'épisode 4, qui nous raconte tout l'épisode 4, mais du point de vue de personnages figurants du film, c'est-à-dire le 4e Stormtrooper sur la droite, le pilote de l'escadron Gold, etc., qui nous raconte donc l'histoire du film du point de vue de ces personnages, et donc pas leur. Chaque personnage raconte une scène du film de son point de vue. Voilà, mais si on met tout bout à bout, on arrive à reconstituer tout le film. Exactement. On retrouve aussi le monstre qui chope Luke, je crois. Le Dianoga. Le Dianoga, oui, voilà. Si vous voulez connaître les pensées intimes d'un Dianoga, vous pouvez lire ce livre. Et enfin, il y a certaines histoires qui sont pas possibles dans l'univers de Star Wars, notamment une sur Palpatine qui en fait a réfléchi dans sa tête en vers, en poésie victorienne, donc en vieux anglais. Donc, je ne pense pas que Palpatine pense comme ça dans sa tête. Donc, ce qu'il raconte dans... Mais est-ce que tu es dans la tête de Palpatine? Je ne suis pas dans la tête de Palpatine. Eh ben voilà, donc tu n'as aucune preuve. Oui, il y avait aussi un petit dessin avec l'Empire qui va sur Dantooine pour voir s'il y a la base rebelle. Et à la place de la base rebelle, il trouve un carton avec écrit la base rebelle n'est pas ici. Un carton qui mime une base en miniature. Je vois pas où est le problème. D'accord. Donc ces histoires, pour moi, sont vraies d'un certain point de vue. Voilà. Donc on sent vraiment que Lucasfilm a sorti un peu cette pirouette pour pouvoir caser quelques histoires plus enfantines, plus libérées, sous ce... Moi j'appelle ça un label d'un certain point de vue, de manière à pouvoir toucher un public un peu différent, un public un peu plus large. C'était déjà ce qui se faisait un peu avant dans l'univers étendu avec le label Infinities. Donc finalement, voilà, ils auront attendu 2 ans avant de revenir sur cette idée de raconter des histoires, des légendes. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, oui, ça permet de rajouter un peu de fraîcheur et de proposer d'autres choses, de tester d'autres choses dans l'univers. On verra si ça continue ou pas à l'avenir. En 2017-2018, nous avions aussi quelques grands moments pour certains produits dérivés. Donc voilà, j'ai mis le Faucon Millennium de Lego parce que pendant longtemps c'était le précédent Faucon Millennium qui était le set Lego le plus fourni, qui a été remplacé par le Taj Mahal et voilà, on a attendu un peu et le Faucon Millennium est redevenu le plus gros set Lego produit par la marque. Donc, avec 2000 pièces de plus par rapport à l'ancien. Quelque chose comme ça, oui. Donc 7541 pièces. La boîte entière faisait 12 kilos, ce qui fait qu'il vendait avec un petit diable en carton pour le transporter avec des roulettes et tout. Et je ne sais pas combien d'heures il faut pour le monter, mais ça prend un certain temps. Je dirais ça dans quelques mois. C'est ça. Et d'ailleurs, si vous ne voulez pas attendre, je crois qu'à côté du stand Star Wars Universe, juste à gauche, vous avez un stand Lego avec le Faucon Millennium. Nous avons aussi eu un nouveau jeu qui s'est proposé, un jeu qui s'appelle Star Wars Légion, donc un jeu de miniatures, de figurines miniatures. Vous pouvez peindre les figurines, tout ça. Donc c'était un jeu qui était assez attendu parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouvelles miniatures avec des petites figurines. Et là ils en sont déjà pas mal d'extensions, il y a une grosse actualité autour du jeu. Et on a des vidéos aussi sur la page YouTube du site pour en parler. Et voilà, ça va donner de bonnes parties. Je pense que d'ailleurs on peut peut-être tester le jeu à côté. Oui, c'est possible. Ouais. On est vraiment en train de lancer toute une section sur Star Wars Universe à propos des jeux de figurines, des jeux de plateau comme celui-ci. Et on commence par celui-là avec vraiment des unboxings, des explications, et puis à terme on espère des parties jouées
pour essayer de convertir un public ou juste de plaire, de montrer que ça existe et d'essayer de faire venir des joueurs sur ces jeux qui sont de très bonne qualité. C'est sûr. Et puis à côté de ça, on a aussi Cartamundi, un fabricant de cartes à jouer, donc les cartes qu'on connaît, As, 2, 3, Roi, tout ça, qui proposait régulièrement des nouveaux sets Star Wars, et qui a annoncé qu'ils allaient arrêter la licence. Et donc les derniers sets de cartes à jouer Cartamundi sortiront là, pour Solo, et on n'en aura plus après pour l'épisode 9 et pour les films suivants. Donc, pour les amateurs de cartes, c'est un peu triste. Si vous n'avez jamais vu de cartes Cartamundi, voilà, ça ne vous fera rien. Nous, ça nous touche. Et à côté de ça, on a le retour de Master Replica. Eux, ils faisaient des répliques de sabre laser il y a une dizaine d'années. Ils faisaient des belles répliques avec des certificats d'authenticité, des schémas sur fond bleu et tout. C'était assez cool. Et pareil, eux avaient arrêté la licence à un moment. Et là, il y a des rumeurs comme quoi ils allaient reprendre la licence d'ici un an ou deux. Donc nous, on a hâte de découvrir leur nouveau sabre laser. Donc voilà, c'est pour faire le tour sur à peu près toute cette année écoulée 2017-2018. Et on va revenir sur certains points précis, à savoir la gestion de la licence sur cette année, parce qu'on a découvert que certains... Non, mais le timing s'est arrêté. On n'a plus de souris, plus rien. Bon, donc on va raconter quand même ce qui se passe. C'est que on a pu découvrir que les réalisateurs sur les films Star Wars étaient parfois considérés comme des ressources jetables. Puisque on a vu déjà sur Rogue One, Gareth Edwards qui était mis de côté pendant les tournages additionnels. Et il a été remplacé par quelqu'un d'autre, sans qu'on le dise trop fort. Mais il y a quand même eu 5 semaines de tournage, notamment pour refaire toute la bataille finale sur Scarif. Donc ils ont refait toute cette bataille avec d'autres personnes à la tête de ça. L'été dernier, pendant le tournage de Solo, qui sort pourtant dans quelques jours, les deux réalisateurs, Tim Lord et Phil Lord et Chris Miller, ont été eux aussi dégagés pour différents artistiques. Et donc ils ont repris le tournage après. Ça a pris quand même des proportions assez importantes parce que du coup on en a beaucoup parlé sur internet. On s'est posé des questions sur comment ça fonctionnait. On entendait dire que l'acteur qui jouait Solo avait eu besoin d'un coach pour savoir bien jouer. Il y a beaucoup d'histoires qui sont sorties là-dessus, on saura sans doute jamais la vérité complète, comme pour Gareth Edwards. Mais bon, peut-être que dans 6 mois ou 1 an, on en apprendra un peu plus. Et puis enfin, même après la sortie de l'épisode 8, ou avant, on ne sait plus précisément la date, on a appris que le Colin Trevorrow qui devait s'occuper de l'épisode 9, là on a le temps, mais quand même le réalisateur qui était prévu depuis 2 ans sur l'épisode 9, était dégagé lui aussi. Et on a appris quelques semaines plus tard que c'était J.J. Abrams qui allait reprendre la suite. Mais voilà, on constate que sur l'année écoulée, il y a quand même pas mal de réalisateurs de films Star Wars qui ont été écartés pendant la production de leurs films, que ce soit au tout début, pendant la pré-production comme Colin Trevorrow, ou voire pendant les reshoots, donc à 3 ou 4 mois de la sortie du film. On se pose des questions sur tout ce qui se passe derrière. On vous proposera des pistes de réponses tout à l'heure. Même sur la bande-son d'ailleurs, j'y repense, il y avait Stéphane Desplat avec oui. Jacopo, je sais pas le prononcer. Giacchini. Voilà, qui a été remplacé à 1 mois de la sortie du film, je crois. 2 mois. Un peu moins quand même. Mais voilà. Ouais, c'est pas rassurant. Mais bon, on fait avec. Le deuxième point qu'on voulait aborder, c'était le fait qu'il y avait beaucoup d'annonces qui ont été faites aussi ces derniers mois, même cette dernière année, parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont été annoncés et dont on n'a pas eu de nouvelles depuis. Dans l'univers, à chaque fois, on a fait une news et on n'a pas eu de nouvelles infos dessus. Donc, par exemple, on avait noté en décembre que voilà, Lucasfilm annonçait une toute nouvelle trilogie produite par Rian Johnson, donc le réalisateur de l'épisode 8.
confiance totale avec ce réalisateur. Il sera en charge d'une nouvelle trilogie qui ira dans des confins inexplorés de la galaxie. Et depuis décembre, on n'a pas d'informations supplémentaires sur ce projet. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. On sait pas, on a juste son nom à lui, mais on ne sait pas qui d'autre travaillera sur ce projet. Donc voilà, une grande interrogation. On a appris aussi en février qu'il y avait deux showrunners de la série Game of Thrones, donc Monsieur Benioff et Monsieur Weiss, qui allaient se charger d'une nouvelle série de films Star Wars. Alors, une nouvelle série de films, on ne sait pas s'il s'agit d'une trilogie, de 2 films, d'anthologie comme les Star Wars Stories, on ne sait pas. Et en tout cas, ils seront en charge d'une nouvelle série de films. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas du tout en quoi ça va consister, et depuis février, donc on n'a pas eu de nouvelles. Et il y a un mois à peu près, on a aussi une annonce que Jon Favreau, donc le réalisateur de Iron Man et Iron Man 2, qui joue aussi Happy, le garde du corps de Tony Stark dans les films, serait en charge d'une nouvelle série, lui aussi, une série live, donc une série avec des vrais acteurs, qui arriverait fin 2019, puisque fin 2019, Disney compte lancer son propre service de streaming, donc l'équivalent de Netflix, mais pour les productions Disney. Et comme Disney possède à la fois Marvel, Star Wars et un paquet d'autres trucs, le catalogue va être assez sympa. Et leur objectif, c'est de proposer un maximum de séries originales à la sortie de leur plateforme, et donc notamment plusieurs séries Star Wars, dont une commandée par Jon Favreau. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop en quoi va consister le reste des productions. On pense que peut-être la série des showrunners de Game of Thrones pourrait être des films directement sur cette plateforme. Comme ça permettrait au public de se reposer un peu, de ne pas avoir tous les ans un film Star Wars au cinéma, d'avoir de temps en temps sur une plateforme en ligne. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce sont que des hypothèses. On ne sait pas du tout ce que ça va donner par la suite. Et enfin, voilà, une nouvelle annonce qu'on a eue il y a 2 jours et qui a complètement chamboulé le programme de notre conférence. C'est l'annonce d'une nouvelle série animée, Star Wars Resistance, qui arrivera donc, à l'automne, fin de 2018. Donc, voilà, dans 6 mois, ça fait pas si longtemps. Commandée elle aussi par Filoni, Dave Filoni, donc, qui était déjà en charge de The Clone Wars avant et de Star Wars Rebels, dont on va parler tout à l'heure. Il avait déjà quitté en fait Rebels il y a 1 an ou 2 pour commencer à s'atteler à un nouveau projet, donc on découvre donc maintenant. C'est ça. Et donc il y a 1 an ou 2, on nous disait qu'il s'attelait à un nouveau projet et on n'avait pas eu de nouvelles depuis. Donc là, il se trouve que... On a eu des nouvelles il y a 2 jours. On me donne tort 2 jours avant, mais sinon, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'annonces sans savoir ce qu'il y avait derrière. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ça, on le saura sans doute dans les mois et années à venir. Ensuite, on avait aussi une situation compliquée niveau jeux vidéo. Voilà, comme je l'ai mentionné, on a les Battlefront et beaucoup d'annonces aussi sur beaucoup de jeux, des jeux en open world, des jeux un peu plus d'horreur, des jeux sur des contrebandiers. Il y a eu beaucoup d'annonces, notamment un jeu qui semblait vraiment commencer à aboutir, fait par le studio Visceral Games, le studio à l'origine des jeux Dead Space entre autres. Et Visceral Games a fermé. Donc, a priori, le jeu serait annulé, même s'il y a des rumeurs sur une reprise par EA Vancouver, mais rien de plus à se mettre sous la dent sur les annonces jeux vidéo qui, en dehors des Battlefront et des add-ons qui continuent de sortir, sont très faibles. Il y a quelques jeux sur mobile aussi. Les jeux sur mobile. On va y venir. Juste Battlefront qui a eu, juste avant sa sortie, le 2, déjà une polémique avant même qu'il sorte sur les systèmes de microtransactions, sur les lootbox, les loot crates à l'intérieur du jeu. Donc ce système de boîte avec un contenu aléatoire à l'intérieur. Et le jeu est revenu sur sa décision. La rumeur dirait que c'est le PDG de Disney, Bob Iger, qui aurait lui-même appelé EA pour les engueuler et leur dire que ça va pas, et donc le jeu a fait quelques modifications en ce sens. Et donc oui, les jeux mobiles qui continuent à sortir, Galaxy of Heroes, Star Wars Rivals, et d'autres jeux mobiles qui disparaissent du catalogue, le très bon Star Wars Uprising qui était sorti pas longtemps après le rachat, qui
qui vient de disparaître de nos mobiles, et donc il n'est plus possible d'y jouer à ce jour. Et c'est pour le coup c'est assez malheureux parce qu'autant les jeux sur console, enfin les jeux avec un support physique, même s'ils arrêtent de faire des mises à jour, on peut toujours y jouer. Alors que les jeux en ligne comme ça, le jour où ils décident de couper le service, et c'était le seul jeu mobile en plus qui racontait quelque chose, qui avait une histoire, qui montrait comment une petite zone de la galaxie autour de Bespin survivait après la bataille d'Endor, comment l'Empire essayait de garder la main sur ce système et comment des contrebandiers et des rebelles essayaient de battre l'Empire et le gouverneur. Donc voilà, c'était le jeu mobile le plus intéressant, et c'est le jeu mobile qui n'est plus sur notre téléphone. Et puis à côté de ça, on a aussi quelques rumeurs persistantes sur la fin des publications Légende. Oui. Pour rappeler ce que c'est que Légende. Pour resituer, le Star Wars Legend, c'est tout le catalogue littérature, jeux vidéo, séries télé autres que The Clone Wars avant 2014. Donc c'est toutes les histoires qui étaient ancrées au sein de l'univers avant le rachat, qui aujourd'hui ont été mis de côté pour pouvoir raconter de nouvelles histoires originales. Et donc ce catalogue a été labellisé Legend, et aujourd'hui les republications, les publications Legend se tarissent. Aux États-Unis, les publications bénéficient d'une réédition avec le bandeau, et en général ça s'arrête là, que ce soit Marvel pour les comics ou Del Rey pour les romans. Et en France, Pocket, qui publiait 2 romans légendes par an, a annoncé qu'il n'y en aurait plus, en tout cas pour cette année, aurait annoncé, mais c'est à prendre avec des pincettes, que Lucasfilm demanderait à ce qu'on ne publie plus de légendes. Et chez Delcourt, qui publie donc les BD légendes en France, certains titres de certaines époques de l'histoire de Star Wars donnée sont interdits de republication par Delcourt. Et les titres en question... Par Lucasfilm, pardon. Les titres en question, c'est la genèse des Jedi et la légende des Jedi, c'est-à-dire des titres qui se passent très longtemps avant les films, des siècles avant les films. Alors certains y voient un indice sur la trilogie de Rian Johnson, sur les prochains films, les prochaines séries télé, que peut-être ça pourrait se passer en cette période, et que pour pas déstabiliser le public un peu néophyte, on évite de publier des œuvres qui se passent à la même époque et qui contrediraient les films et les séries. Bon, pour l'instant, on ne sait pas du tout. Pour l'instant, on ne sait pas du tout, c'est de l'ordre de la rumeur. Voilà. Et ce que tout ça nous dit finalement sur Star Wars aujourd'hui, c'est que à une époque, où Lucasfilm n'avait pas encore été racheté par Disney, oui, il y avait plein de projets qui plaisaient énormément aux fans, en tout cas à nous, mais maintenant Disney a repris Lucasfilm, et Lucasfilm a beaucoup plus de pression, parce qu'ils ont aussi beaucoup plus de moyens et ils ont beaucoup plus d'ambition. Là où George Lucas était content de faire un film de temps en temps, et après, il laissait la saga continuer à se développer en univers étendu. Mais il y a moins de volonté, moins d'ambition qu'aujourd'hui, avec Disney à la tête de tout ça. Et donc voilà, ils ont beaucoup d'argent en jeu, ils ont beaucoup d'ambition, et ils essaient de faire très très attention à ce qu'ils font. C'est-à-dire que s'ils ont un doute sur un réalisateur, même 3 ou 4 mois avant la sortie du film, ils ne vont pas hésiter à le mettre de côté, même s'ils savent qu'ils vont avoir un bad buzz sur Internet. Ils vont un peu le mettre de côté pour retourner une partie du film, ou comme l'année dernière, dégager 2 réalisateurs en plein tournage pour les remplacer. Que quand il y a un jeu vidéo où il y a un bad buzz autour, on va engueuler le studio qui est en charge du truc pour essayer de résoudre la situation pour que les gens soient contents. Et c'est vrai que là-dessus, il me semble que dans mes souvenirs, il n'y a pas trop d'exemples de ce type-là sur la gestion de la licence Star Wars avant ça, avant Disney. Donc voilà, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place. On sent qu'ils ont une certaine responsabilité à tenir la licence et à permettre aux fans d'en profiter. Est-ce que ça va continuer à durer comme ça? Est-ce qu'ils vont trouver une forme de stabilité? Choisir des réalisateurs avec qui ils ne s'engueulent pas, par exemple, ça pourrait être une bonne solution.
On ne sait pas, ça on le saura dans les années à venir. Donc oui, on peut dire qu'il y a une sorte de flicage, mais c'est pour essayer de nous donner le meilleur contenu possible et pas se diversifier, partir dans toutes les directions à la fois. C'est ça. Oui, mais d'un autre point que je voulais rajouter, c'est que voilà, Disney c'est aussi une entreprise qui est cotée en bourse et donc il y a des actionnaires et par un hasard tout à fait étonnant, hein, mais c'est à chaque fois que Bob Iger, le PDG de Disney, rencontre les actionnaires qu'on a une nouvelle annonce avec des nouveaux noms. Alors, est-ce qu'il fait ça à chaque fois pour rassurer les actionnaires, leur dire hey, continuez à croire dans les actions Disney parce que regardez, on vous propose un nouveau projet Star Wars. Bon, ce qui est dommage, c'est que les actionnaires ne leur demandent pas des comptes sur les projets Star Wars qu'ils avaient annoncés avant, mais voilà, c'est une autre mentalité que ce qu'il y avait à l'époque juste de Lucasfilm sans Disney impliqué dans l'histoire. C'est différent. Après, on n'a pas encore assez de recul pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ça, on le saura que peut-être dans 10 ans, on verra. Ce qui nous attend. Oui. Et du coup, on va devoir rusher un peu parce qu'en fait, le temps passe vite. Donc voilà, il nous attend beaucoup de choses à la télévision. On en a parlé de tous ces projets qui avaient été annoncés. Et là, pour le coup, on va surtout parler de Résistance qui a été annoncée cette semaine. Voilà, j'espère que vous m'entendez quand même. Donc Résistance qui arrive fin 2018 avec un héros qui s'appellera Kazuka Xiono, qui est un jeune pilote recruté par la Résistance pour espionner le Premier Ordre. Donc ça va se passer quelques années avant l'épisode 7 et on va suivre un jeune pilote recruté par la Résistance pour espionner le Premier Ordre. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. En plus, on sait seulement qu'on trouvera donc beaucoup de nouveaux personnages. On retrouvera aussi des têtes connues de l'épisode 7. On retrouvera Poe Dameron et le Capitaine Phasma et BB-8. Mais en l'occurrence, voilà, Poe Dameron et Phasma seront doublés, en tout cas en VO, par leurs vrais acteurs. Donc ça fait quand même assez plaisir. Et peut-être, enfin moi je parie pour, hein, vu que c'est Filoni qui gère le truc, on retrouvera des personnages de rebelles, sans doute en fin de saison 1 ou saison 2. Donc, attends, juste pour résumer, on a un jeune personnage qui pilote un X-Wing, enfin, ça ressemble à un X-Wing. L'équivalent d'un X-Wing. Voilà, qui travaille pour la Résistance et qui rencontre Poe Dameron. C'est ça, quelques années avant l'épisode 7. D'accord, on l'a déjà eu ça. Ça s'appelle Join the Resistance, c'est un roman sur un jeune personnage qui pilote des X-Wing, qui travaille pour la Résistance et qui rencontre Poe Dameron. Je sais pas, est-ce que le roman s'est bien vendu? Non. C'est parce qu'ils ont dû estimer qu'ils n'avaient pas touché la bonne cible, donc ils le sortent en série animée, et puis voilà, on verra. Il y a un tome 2 pour la saison 2. Ah voilà. Et il y a un tome 3. Est-ce qu'on revoit les personnages de rebelles dedans? Non. Ah alors on verra. On verra ce que ça donne. Donc voilà, c'est un projet qui, pour l'instant, ça vient juste d'être annoncé, donc voilà. Niveau design, ce se rapprochera plus de l'animation japonaise, a priori. Mais pour l'instant, on n'en sait vraiment pas plus. L'annonce a été faite il y a 2 jours. Les sorties littérature, on va avoir un tome 2 pour l'amiral Thrawn, un tome 2 où Thrawn sera en mission avec Dark Vador, avec un grand nombre de flashbacks sur leur première rencontre pendant la guerre des clones, donc quand Dark Vador était encore Anakin Skywalker et qui rencontra le futur amiral Chiss aux yeux rouges. Et un tome qui se passera sur une planète qui sera le lieu de décor du prochain parc Disney, Star Wars. Et on en parle juste après. Et on en parle juste après. Et donc le roman se passera sur cette planète qui sera le lieu, le décor du futur parc d'attractions. Les séries de comics se continuent régulièrement à sortir, que ce soit Poe Dameron, Dark Vador, Afra et Star Wars. Et puis forcément, avec la sortie de Solo, on a quelques livres autour du sujet. Voilà, on a le livre, le très très bon livre Last Shot, donc un roman qui suit sur 3 époques, Han Solo, Lando et de nouveau ces 2 personnages, mais après l'épisode 6. Donc on a à la fois une époque avant le film Solo, une époque juste après le film Solo et une époque 10 ans dans le futur. Et donc on a vraiment ces 3 époques qui s'entremêlent dans le livre, où les événements se répondent les uns les autres. On n'a pas d'abord toute une partie du livre dans le passé, puis toute une partie dans le futur.
On a 3 époques qui s'entremêlent, on a des pistes, des indices sur le film, on a des personnages du film qui sont déjà introduits, notamment le droïde de Lando qu'on a pu voir dans les bandes annonces. Donc on a ce roman qui est très mature, très original, et qui est déjà prévu en France pour le mois de juillet. Donc Pocket a été très très réactif et a tout de suite proposé ce roman pour les lecteurs français. Il va aussi y avoir un comic sur Lando pour accompagner le film, ce qui se passe un peu avant. Et comme d'habitude, tous les guides et les beaux livres, les artworks du film qui seront disponibles le jour de sortie. On parle un peu de publication en France du coup. Donc Last Shot, Phasma, les deux romans, le roman et le comics dont j'ai parlé juste avant, le roman est sorti cette semaine, donc si vous voulez en savoir un peu plus sur son passé, vous pouvez le découvrir. Et le comics sort dans 2 semaines, je crois, au mois de mai, chez Panini Comics. Et enfin, pour la sortie du film Han Solo, Panini va proposer une réédition de sa BD Han Solo, donc qui est déjà sortie il y a un an et demi. Donc une BD sur une histoire de Han Solo qui participe à une course pendant la guerre civile galactique. Et Panini va republier cette BD dans un très grand format, un format de luxe, un format de collection, en noir et blanc. Donc ça coûtera un peu plus cher, mais pour découvrir les dessins de Mark Brooks en noir et blanc, j'estime que ça vaut le coup. C'est dommage quand même. En noir et blanc, ça coûte moins cher à faire que de la couleur. C'est vrai, sauf que Mark Brooks est juste un dessinateur, c'est pas un coloriste, donc si on veut vraiment apprécier son travail, il faut y aller en noir et blanc. Bah ok. Et donc Disneyland, voilà, on sait qu'avec le rachat de Lucasfilm par Disney, ils allaient forcément vouloir mettre des zones Star Wars dans leur parc, et ça y est, c'est en travaux. Aux États-Unis, ça va arriver dès 2019. Donc dans les 2 parcs américains, on va avoir une zone Star Wars qui s'appellera Galaxy's Edge, donc qu'on pourrait traduire à la frontière de la galaxie, au bord de la galaxie. À noter que la planète Batum est justement au bord de la galaxie connue, oui. Vraiment sur cette bordure entre les régions inconnues et la galaxie Star Wars qu'on connaît. C'est ça. Et c'est une planète qu'ils auront créée pour l'occasion. On pourra rencontrer des gens du premier ordre comme de la résistance qui se baladeront un peu dans les allées. Et on attendait une annonce pour Paris et ça a été fait, là, il y a moins d'1 mois. À Paris aussi, on aura une zone Star Wars qui sera derrière la Tour de la Terreur, qui devrait ouvrir vers 2022, donc on a encore le temps de voir venir. Mais ça fait toujours plaisir parce que, mine de rien, voilà, Disneyland Paris, c'est quand même moins loin que la Floride. Tout à fait. Même si l'année prochaine, à peu près pour l'ouverture du parc, les rumeurs disent qu'il y aura le prochain Star Wars Célébration. Ah, ça serait fait exprès de caler le Star Wars Célébration à Anaheim avec l'ouverture du parc Star Wars à Anaheim. D'accord. Ce serait malin. Ça serait malin. Ça leur ressemble en tout cas. Et donc voilà, pour conclure, on va rappeler juste les grands projets qui arrivent sur Star Wars au niveau des films. Donc Solo, le 23 mai prochain, ça arrive très très vite. Je crois qu'il y a une autre conférence sur le sujet cet après-midi, donc si vous voulez des informations ou des spoilers, allez-y. Ensuite, en décembre 2019, du coup, j'ai pas la date précise dans mes notes, je crois que c'est le 20 décembre. C'est le 20 décembre aux US. Et sans doute le 18 chez nous. Sans doute le 18 décembre. Voilà. Donc l'épisode 9 qui conclura la postlogie, réalisée par J.J. Abrams. Et je crois que le tournage aura lieu cet été. Donc voilà, on attend d'en savoir plus. Notez que Disney était très fier parce qu'en seconde director, ils ont embauché une femme et c'est la première fois qu'on a une femme qui tournera des scènes à Star Wars. Ouais, après, il pourrait prendre une réalisatrice directement, mais bon, une chose à la fois. Donc on aura aussi la trilogie de Rian Johnson qui arrivera peut-être un moment ou un autre. Et puis on a plein de projets, donc tout ce qui est les séries sur la future plateforme de streaming de Disney, la série de Favreau, peut-être les films de Benioff et Wes, Résistance qui nous attend à l'automne prochain, et puis un dernier peut-être projet qu'on a oublié depuis un petit moment, c'est Star Wars Story. À une époque, on nous avait dit oui, il y en aura 3, il y en aura au moins 3. Pour l'instant, on vous annonce 2, Rogue One et Han Solo.
Depuis, il y a eu des rumeurs, Obi-Wan, Boba Fett, ce genre de choses, mais on ne sait pas. On ne sait toujours pas, ils n'en parlent pas, donc peut-être qu'ils tardent à signer des contrats, on ne sait pas ce que ça donnera. Après le des Yes Men. Voilà, peut-être. En tout cas, on va continuer à avoir du Star Wars pendant un petit moment. Oui, Star Wars va mieux que jamais. Les fans sont toujours aussi... ça va toujours aussi bien. Les fans sont toujours aussi chiants, ils aiment rien. Notre portefeuille en chie. Oui. Et ça va continuer. Non, ça va pas aller en s'arrangeant. Ça va pas aller en s'arrangeant. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus. On peut conclure là-dessus. Voilà, donc si vous avez des questions, on pourra toujours discuter avec vous après la conférence. On sera aussi sur le stand de Star Wars Universe cet après-midi. Et puis demain. Et demain, on a une nouvelle conférence ici même, à 15h. 15h, 16h, Star Wars quand la saga dérape, où on reviendra sur quelques passages insolites, sur des choses qu'on aurait préféré oublier, des choses qu'on aime à se rappeler parce que quand même c'était kitsch et c'était rigolo. Et voilà, plein d'éléments comme ça, un peu étonnants de la saga Star Wars. Toutes les fois où les scénaristes et les écrivains avaient fumé avant d'écrire leurs histoires et fait leurs dessins. Les fois où ils auraient mieux fait de fumer avant de faire leurs dessins. Oui. Voilà, merci beaucoup. Et là, je pense qu'on n'a pas du tout le temps pour les questions, mais on en discutera avec vous avec plaisir. Merci.